Alors, chose que j'ai découvert en t'écoutant, j'aurais pu m'en douter, hein, chaque expertise, chaque pratique, chaque métier, a ses réseaux, ses conférences. Il y a des conférences de DJ. Ça existe. Non, mais on peut récemment, j'ai appris qu'il y avait des conférences de cosmonautes, tu me diras. Il peut Oui, bien y oh avoir des bah, conférences de DJ bien sûr. et en même temps, ça fait assez longtemps et je sais qu'il y en a qui t'ont relativement marqué, notamment à New York, Ben, encore une fois, oui, c'est bien de remettre ça dans le contexte du sans Internet, où l'information, le savoir, c'est quand même l'essence même de tout un métier, de toute une passion. Donc plus on en sait, mieux on arrive à avancer dans ce qu'on aime. Et voilà, il y avait à l'époque, quand je dis à l'époque, c'était au milieu des années 80, il y avait des conférences qui étaient axées sur les musiques nouvelles. Voilà, il y avait une conférence notamment à New York qui s'appelait le New Music Seminar, qui durait pendant une semaine. Et bah, c'était dans un hôtel, voilà, type conférence, avec des panels, avec des gens, avec des petits badges, Hello, my name is. Et il y avait des grandes figures de la musique innovante de l'époque. Et la musique innovante de l'époque, bah, c'était beaucoup la dance music, la musique électronique, je te parle de ça en mi-80, donc c'était très innovant, et qui était comment dire, mise en porte-à-faux par rapport au rock classique, des musiciens qui jouaient de la guitare sur scène, etc. Donc voilà, c'était très innovant. Et il y avait évidemment beaucoup de DJ, beaucoup de remixeurs, etc. Et je ne sais pas comment j'ai eu vent de ce truc, parce que ça restait quand même, voilà, relativement inconnu en France. Et on a décidé de partir avec un ami DJ, dire on va essayer de partir là-bas, on va sans doute apprendre des choses, au pire on achètera des disques, ce sera bien. Et c'est là qu'on a commencé à entendre parler voilà, des figures, des remixeurs, etc., qui expliquaient un peu leur parcours, et on se rendait compte que, bah, qu'eux aussi, ils avaient commencé à faire des édits sur des cassettes. Oh, t'as vu, lui aussi qu'eux aussi, ils avaient envoyé des trucs à des radios, et qui suggéraient ne le faites pas que des radios, envoyez des labels, voilà comment obtenir un remix, essayez de faire ci, faire ça. Et c'était du pain béni pour moi, parce que je me dis, ah ouais, mais c'est pas bête. Il a dit, essaye d'avoir une émission de radio. C'est après avoir vu quelqu'un dire, essaye d'avoir ta propre émission de radio, que je suis revenu à Paris, que j'ai fait une maquette, et que j'ai essayé de proposer mes remixes via un média qui était la radio. Enfin, mes édits plutôt, parce que je faisais pas de remix à l'époque. Donc voilà, c'était le savoir était partagé de manière matérielle, quoi. Il n'y avait pas de dématérialisation. Et puis après, on commence à rencontrer des gens. On a la chance de se retrouver dans un moment dans la même boîte de nuit qu'un DJ qu'on admire. Donc j'allais me présenter. Bonjour François K, je suis fan de vous. Ah bah c'est marrant, moi, je suis français, mais ça fait 20 ans que j'habite à New York. Bon, après, il y a des liens qui peuvent se faire, mais ça c'est de l'humain. Donc, mais c'est très important, parce que via ces personnes-là qui ont été des pionniers dans leur domaine, bah, c'est un savoir qu'ils m'ont passé. Et ce savoir, moi j'ai envie de le passer à d'autres personnes, etc. Et je pense que cette notion de passation de savoir, même si aujourd'hui énormément de choses sont disponibles sur le net, le savoir oral passé d'une personne à une autre, c'est quand même inestimable. Parce qu'on il a, passe, on a oui. une sensation que on peut pas avoir sur du texte, qu'on peut pas avoir sur de la vidéo. On a plein de petits bouts de savoir comme ça, mais le fait d'avoir une personne qui vous raconte et qui vous fait les liens entre chaque bout, ça permet d'avoir un flux qui tient debout. Alors que, voilà, quand on trouve ces trucs un peu à droite à gauche, Ouais. c'est toujours bien, mais ça manque parfois de fil conducteur. Et je pense même que ces échanges les plus intéressants, on ne les a pas forcément au moment de la discussion, mais dans l'après. Je pense notamment au Skype et au Zoom. C'est surtout dans les moments informels qu'on a les meilleurs échanges dans ce genre de Plus de lieu. 30 ans que je suis dans cet univers-là, je continue d'apprendre des choses que j'imaginais pas, parce que finalement j'ai rencontré une énième personne de ce domaine-là. Elle me dit, ah oui, mais quand François m'avait dit ça, en fait ça voulait dire que ça et ça et ça, et ça continue de prendre forme sans arrêt et de se préciser. Je pense que c'est pareil pour les historiens. Plus on découvre des choses, plus les liens se font de manière de plus en plus précise, et des choses qu'on imaginait pour acquises le sont beaucoup moins que ce qu'on imaginait, etc. Donc ça se précise sans cesse. Alors François K, c'est une des belles rencontres, hein, assez tôt. DJ, il se trouve qu'il est français, Oui, ce qui peut éventuellement faciliter l'échange à New York. Il y a une autre personne, je crois, dont tu as été assez proche, c'est Robert Lévy-Provençal ou RLP, tout à fait. qui est un DJ aussi, hein, Oui, qui oui. fait des édits aussi. C'est un peu le premier DJ à être en France. Il vient de Montréal, mais il est arrivé en France au début des années 80, me semble-t-il.
Et il a importé ce son américain, on va dire, cette manière de mixer les disques entre eux, qui était quelque chose que très très peu de gens comprenaient, non seulement en France, mais dans toute l'Europe. Les disques, à l'époque, ils étaient dans les clubs, ils étaient enchaînés l'un après l'autre, avec souvent des interventions au micro, façon radio, mais il n'y avait pas ce côté habituel qu'on a aujourd'hui, des disques enchaînés au même tempo, comme ça, avec des enchaînements d'un disque à l'autre très fluides. Et donc, ça a été une des toutes premières personnes à apporter ça en France, et je l'ai entendu via la radio, puisqu'il était DJ à Radio 7, et c'est un des tout premiers à avoir compris ce que je faisais avec mes édits, parce que pour lui, c'était une évidence, c'était ce que faisaient déjà les DJ à New York et Montréal, et j'ai été le premier à lui apporter ici en France, voilà, début 80, des choses qui étaient similaires à ce qui se faisait déjà là-bas, donc il m'a proposé de les diffuser dans le cadre de son émission, et on a sympathisé, et ça a été aussi le premier à m'expliquer les bases, les rudiments plutôt, du remix, en me disant, bah voilà, ça se fait dans les studios avec les pistes séparées. Je dis, ah bon, ça existe, les pistes séparées? Bah oui, forcément. Ah bah oui, je suis bête. Bon. Des choses qu'on n'imagine pas, parce qu'encore une fois, voilà, on a moins on en sait, plus on prend la musique comme un tout, et plus on en sait, plus on voit les détails individuels. Et donc, c'est quelqu'un qui m'a totalement appris des choses et mis un peu le pied à l'étrier, oui, tout à fait. Alors, dans les autres rencontres, j'en note juste quelques-uns, il y en a énormément, hein. Mais il y a Bob Sinclair aussi, à l'époque notamment de la French Touch, hein, qui est un moment qui est quand même assez excitant et dont tu fais totalement partie, avec un label qui s'appelle Yellow, Ouais. avec lequel tu vas travailler pas mal. Ça, c'est un moment plutôt C'est un sympa aussi. moment très sympa parce que c'était un peu comme au début des radios libres, il y avait ce côté tout est possible. Il n'y a pas vraiment de limite et puis il n'y a pas de pression. C'est-à-dire que moi, je faisais beaucoup de remix à l'époque. Et puis, j'avais mis, j'avais travaillé pas mal avec un monsieur qui s'appelle Michel Gobert, qui est un peu le grand illustrateur sonore des défilés de mode, qui l'est toujours. Et à ses côtés, il m'avait fait composer des petites musiques pour des défilés, etc., qui étaient plutôt rigolotes. Et j'avais fait écouter ça à plusieurs personnes, dont Philippe Zdar. Il m'a dit, mais tu devrais essayer de faire un disque avec ça. Et comme c'était un peu inhabituel par rapport à mon son plus disco house, je ne savais pas trop qui aller voir. Et on croisait beaucoup de gens. Là, encore une fois, le côté matériel faisait qu'il y avait des magasins de disques dans lesquels on se retrouvait toutes les semaines, voire plusieurs fois. C'était des lieux essentiels parce qu'il y avait les nouveaux arrivages, les nouveaux disques. Et puis, on savait que c'était mercredi chez un tel, jeudi chez l'autre, vendredi chez truc. Ouais, il y en avait, chacun avait ses pôles d'attraction comme ça. Et on se retrouvait plusieurs fois par semaine avec plusieurs DJ, des gens du milieu. Et puis, les affinités se créaient ou pas. Mais voilà, on se bousculait un peu parce qu'il y avait moins de disques qu'il y avait de gens pour les acheter. Donc, il y avait tout un cérémonial, on va dire, un rituel. Et parmi ces DJ, il y avait Bob Sinclair, qu'on connaît aujourd'hui pour qu'il avait toujours ce côté très gouailleur, très tchatcheur. Et je me suis dit, bah, j'aime bien ce garçon parce que il a ce que moi j'ai pas, c'est-à-dire il vendrait un peu du sable à ceux qui habitent dans le désert. Donc, s'il peut m'aider pour proposer ma musique à des gens, moi je ne saurais pas le faire. Pourquoi pas, plutôt que d'aller dans une grosse structure, une maison de disques classique, avec des gens derrière des bureaux, etc. Lui, il avait son label, il habitait encore chez sa maman. Enfin, j'aimais bien ce côté un peu bricoleur, un peu Titi Parigo avec la tchatch. Et j'ai dit, écoute, voilà, j'ai ces musiques, qu'est-ce que t'en penses? Il me dit, ah, moi, j'aime bien, ça irait bien sur le label. Il a tout de suite été très sincère et il avait l'air de bien aimer ça sincèrement. Donc, il n'y avait pas tout ce côté marketing, etc. Donc, je me dis, bah écoute, voilà, t'as qu'à les sortir, on verra ce qui se passe. Sans aucune attente, vraiment aucune. Il les sort, il est content, on verra. Et puis, ça a un peu accroché. Et puis, parallèlement, effectivement, il y a eu cette espèce d'émergence de plusieurs artistes français qui en même temps commençaient à intéresser la presse anglaise. Et c'est vrai que la presse anglaise, à l'époque, faisait un peu la pluie et le beau temps en termes de musique électronique. Et donc, d'un premier artiste dont on a parlé, ils ont dit, ah bah, il y en a peut-être d'autres, ils sont venus en chercher d'autres, ah bah tiens, il y en a 2-3 autres, et puis c'est devenu, ah, les Français, ils font plein de trucs intéressants. Alors que ça faisait un moment qu'on les faisait, mais tout le monde s'en fichait. Voilà, c'est devenu visible, et ils l'ont rendu visible
via les médias anglais, ils l'ont rendu visible aux médias français, parce qu'au moment, les médias français, mais qui sont ces artistes dont les Anglais se délectent? Donc ça a ouvert finalement la voie en France, et ça a permis au Daft Punk notamment de complètement exploser, parce qu'il y a eu un moment comme ça où tous les labels français, il nous faut notre artiste French Touch. Ouais. Et tu as continué à rencontrer énormément de gens, hein. Je pense aussi à Pedro Winter, Oui, bien sûr, etc. essentiel. Et puis revenons sur les légendes. Pas au début, mais tu l'as rencontré relativement plus tard. C'est Tom Moulton, Oui. qui est une grosse star, qui est peut-être un des premiers à avoir, en tant que DJ house, remixé du disco. Alors, Tom Moulton, c'est un monsieur qui a 80 ans aujourd'hui, donc il est d'avant, bien avant moi. Mais ça a été un des tout premiers à imaginer même l'utilité du remix. C'est-à-dire que c'était quelqu'un qui aimait la musique, c'est quelqu'un qui a un parcours incroyable. Il a été mannequin, mais mannequin star. C'est un des premiers mannequins hommes stars. Il faisait des pubs pour les cigarettes Camel. On le faisait voyager à Tokyo dans les années 60 pour aller faire des pubs pour des grands magasins. Donc, il a été un truc qui nous paraît habituel aujourd'hui, complètement hors norme. Ils étaient 3-4 mannequins. Il me dit, oh, j'ai dit, t'as fait Marlboro? Il me dit, non, Marlboro, c'était Tom Selleck. Ah, pardon, ok. Donc, voilà, c'est ce genre de personnage qui a vécu des trucs qu'on n'imagine même pas. Et il adorait la musique, et il adorait la musique noire américaine. Et quand on est blanc et qu'on aime la musique noire américaine dans les années 60, ça passe pas très bien. Donc, il y avait ce côté un peu underground. Il se rendait compte que dans les clubs gays, cette musique était plus diffusée, donc il traînait toujours dans les clubs gays, et avec les DJ de l'époque, où cette culture était très forte. Et évidemment, il aimait la communion des gens avec la musique, etc. Et il y avait toujours un truc qui le chiffonnait. Il me dit, voilà, j'entends les DJ mettre de la musique, le disque commence, les gens sont un peu dubitatifs, et puis le disque, ça commence à chauffer dans le disque, et puis à la fin, le disque, tous les musiciens dans le disque jouent un peu plus énervés. Et là, tout le monde est un peu excité sur la piste. Et puis le disque s'arrête parce que c'est fini, c'est un 45 tours, ça dure 3 minutes. Si seulement, à partir du moment où les gens commencent à être chauds, ça durait un peu plus longtemps, ce serait tellement mieux. Et donc, ça le chiffonnait, à titre totalement personnel. Et puis un jour, il s'est énervé, il est rentré chez lui. Il avait un magnéto à bande, et puis il s'est dit, je vais rallonger la partie à la fin que tout le monde adore. Mais voilà, lui tout seul, il a eu cette idée, comme les DJ de hip-hop l'ont eu quasiment en même temps, mais c'était pas le même milieu, ça se mélangeait pas. Il faisait du passe-passe pour, pareil, rallonger la partie qui excitait les gens le plus. Donc voilà, il y a plein de gens qui ont eu cette idée en même temps, et lui, il l'a eu très tôt, à une époque où personne n'y pensait, et il a fait une mixtape. Avec voilà, son idée de rallonger les morceaux qui avaient besoin de l'être, etc. Et puis il a été proposé cette mixtape à un club, et puis le club a dit ouais, je te la prends, et puis on verra plus tard. Et puis un jour, 6 mois après, je crois, il a eu un appel excité du patron du club. Ouais, la mixtape que tu m'as faite là, il faut que tu m'en fasses d'autres parce que les gens ils sont comme des fous. Il dit, bon, d'accord, donc il s'est mis à faire ça. Puis à force de faire ça, ah oui, il y a ce gars, Tom Moulton, qui fait des trucs. Et puis il dit, bah, tu fais ça avec des disques qui sont déjà finis et mixés, pourquoi tu n'irais pas dans le studio? Et puis tu as accès aux pistes séparées et tu peux nous faire ton idée du truc plus long. Et c'est comme ça, en fait, parce que ça le chiffonnait, que les disques étaient trop courts, qu'il s'est retrouvé un jour en studio avec aucune notion technique, il n'était pas musicien, pareil, c'était juste quelqu'un qui aimait la musique. Donc il a rendu cette notion possible, un peu comme ce que moi je peux faire aujourd'hui, c'est-à-dire que je ne suis pas musicien, j'ai pas fait d'école de musique, etc. Mais ça me chiffonnait que la partie instrumentale, elle se retrouvait pas à cet endroit-là. Donc voilà, on avait cette idée d'un truc qu'on a fini par proposer aux autres, et les autres, ils ont trouvé que c'était pas une mauvaise idée. Donc rencontrer, c'était assez énorme parce que voilà, aujourd'hui, c'est ce monsieur plutôt âgé qui sa passion n'a absolument pas été touchée par les années. Il continue à faire des remixes, il fait ça sur un ordinateur avec les technologies du moment, et il continue à faire des choses assez remarquables, et parce qu'il aime ça. Et alors, il l'a fait notamment, je crois, au tout début avec Gloria Gaynor. Toi, tu l'as fait aussi avec Björk pour un morceau Behavior, qui a été relâché, comme on pourrait dire, sous le menton, avec quelques exemplaires seulement. Et puis l'artiste, ça peut arriver, n'a pas apprécié le morceau. En même temps, elle a
elle n'a pas eu le temps finalement de tout bloquer, ce qui fait que quelques mois plus tard, c'était un morceau qui était énormément entendu dans les clubs new-yorkais. Une chance énorme, avec même des gens, je sais que tu as rencontré, qui ne savaient pas que c'était toi qui avais fait ce morceau. Oui, il y a des petites anecdotes là-dessus, mais c'est vrai que comme il y avait plusieurs Dimitri à l'époque, et dont un qui était à New York, et que c'était des DJ new-yorkais, pour eux, c'était évident que ça pouvait être que lui. Et du coup, ça a donné naissance. J'ai rajouté From Paris à mon nom. Dimitri. Dimitri, c'est mon vrai prénom, donc je faisais beaucoup de remix qui étaient juste crédités, remixés par Dimitri. Et à partir de ce moment, il y a eu Björk, où ça a été mon premier succès un peu international. J'ai rajouté Dimitri From Paris pour, entre guillemets, mettre les points sur les i. Là, il y a des gens qui t'ont rappelé aussi suite à ce morceau, quoi. Oui, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui voulaient le morceau, ça avait été pressé à très peu d'exemplaires parce que justement Björk n'avait pas aimé. Et puis finalement, c'était devenu aussi parce que c'était rare, c'est toujours un peu pareil. Ce qu'on le disait tout à l'heure, hein, quand quelque chose est précieux et qu'on en a un exemplaire, tout de suite on en fait beaucoup plus que si c'était même très bien mais largement disponible. Donc le fait que c'était sympa mais aussi peu disponible, ça a donné plus de visibilité finalement. Et puis ça a permis de me faire connaître un peu aux États-Unis, à New York, sur la scène que j'appréciais. C'était mes idoles qui le jouaient. C'était des gens comme Frankie Knuckles, comme David Morales, qui étaient des grands noms de l'époque. Et finalement, ça m'a permis d'avoir mes premiers bookings en tant que DJ aux États-Unis, et puis de me faire un nom là-bas. Mais pour moi, c'était toujours bizarre parce que la première fois qu'on m'a demandé d'aller jouer à New York, je me suis dit, mais que va aller faire un Français à New York pour proposer leur propre musique à des New-Yorkais? Ça n'a pas de sens. Et donc, Avec un regard d'ailleurs, justement. voilà, j'avais pas compris que le regard d'ailleurs pouvait être intéressant, mais finalement, j'ai été là-bas, j'ai joué quasiment que des disques new-yorkais, parce que c'était ce que j'aimais bien, pas pour faire genre. Et puis je me suis dit, ça s'est bien passé. Et en fait, ça m'a donné cette analogie par rapport à la cuisine. C'est-à-dire que même si tous les chefs cuisiniers ont un panel d'ingrédients finalement assez similaire, c'est pas sans limite. La cuisine de chacun est quand même très différente. Donc on peut avoir les 5 mêmes ingrédients et proposer un plat totalement différent. Et ça m'a aussi mis en confiance de me dire, voilà, finalement, notre manière en tant que DJ de proposer la musique, même si c'est la même que ces gens-là vont jouer, ça peut être une énorme différence en termes de perception. Donc voilà, ça a commencé aussi comme ça, par des rencontres, par sa musique en tant que producteur qui a voyagé. L'intérêt d'être aussi producteur quand on est DJ, enfin réalisateur de musique quand on est DJ ou même artiste, quand on fait sa propre musique, la musique elle voyage dans des endroits où nous physiquement on va pas commencer par voyager, et donc c'est un peu notre carte de visite. Donc il y a toujours un peu ce schéma où on entend d'abord la musique du DJ et puis ensuite on va faire venir le DJ pour jouer dans le club ou dans une salle, etc. Donc c'est aussi l'intérêt de faire sa propre musique, c'est de présenter ce qu'on fait finalement, et c'est plus facile de faire voyager la musique que de faire voyager une personne.